Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons examiner ensemble les concepts fondamentaux relatifs à la fraude. Nous couvrirons notamment la définition de la fraude, les différents types de fraude, la notion de triangle de la fraude et les responsabilités en matière de gestion du risque de fraude. Le glossaire du CRIP définit la fraude comme tout acte illégal caractérisé par la tromperie, la dissimulation ou la violation de la confiance sans qu'il y ait eu violence ou menace de violence. Les fraudes sont perpétrées par des personnes et des organisations afin d'obtenir de l'argent, des biens ou des services ou de s'assurer un avantage personnel ou lié à leur activité. Pour qu'il y ait fraude, il faut donc la présence de trois composantes clés. Tout d'abord, il faut qu'il y ait un acte illégal, donc prohibé par la loi. Il faut ensuite un bénéfice pour le fraudeur, son organisation ou une tierce personne. Il faut enfin une intention. L'élément intentionnel est ce qui distingue la fraude d'une simple erreur. C'est l'intention de tromper, généralement à travers la dissimulation de l'acte prohibé, qui est le principal déterminant de la fraude. Le risque de fraude correspond donc à la probabilité pour l'organisation qu'une fraude se produise, ajoutée aux conséquences éventuelles pour l'organisation au cas où elle viendrait à se produire. La fraude est donc constituée par l'existence de ces trois composantes. Mais la survenance d'une fraude est également déterminée par la présence de trois conditions essentielles, également connues sous le nom de triangle de la fraude. Contrairement aux trois éléments constitutifs de la fraude que nous venons de voir, les trois conditions du triangle de la fraude ne suffisent pas à elles seules pour conclure qu'une fraude a eu lieu. Mais leur présence suggère la possibilité et augmente la probabilité qu'une fraude ait été commise. Ces conditions sont l'opportunité, le besoin et la rationalisation. L'opportunité correspond à la possibilité concrète de commettre la fraude sans qu'elle ne soit immédiatement détectée. Elle est souvent liée à la faiblesse des contrôles internes, à l'accès non surveillé à des ressources ou systèmes sensibles ou encore au manque de séparation des tâches. L'opportunité est le seul des trois facteurs du triangle de la fraude que les organisations peuvent contrôler directement. La deuxième condition du triangle de la fraude est le besoin, encore appelé motif ou pression. Le besoin est le moteur qui pousse une personne à envisager une fraude. Il peut s'agir de besoins financiers, par exemple des dettes, la pression familiale, la maladie d'un proche ou encore une addiction. Il peut s'agir également d'objectifs irréalistes, par exemple le besoin d'atteindre des résultats irréalisables définis par le management pour obtenir une prime. Il peut s'agir également d'une volonté de nuire à l'entreprise motivée par un désir de vengeance ou du ressentiment. La troisième et dernière condition du triangle de la fraude est la rationalisation. La rationalisation correspond à la manière dont le fraudeur justifie son acte pour pouvoir vivre avec. C'est un mécanisme d'adaptation psychologique qui permet au fraudeur de se convaincre lui-même qu'il n'a rien fait de mal, qu'il est une personne normale et qu'à sa place, n'importe qui d'autre aurait agi de la même manière. Abordons à présent les différents types de fraude. Il existe différents types de fraude tels que les détournements d'actifs, l'écrémage, la fraude au décaissement, la fraude aux états financiers, la corruption, les pots de vin, l'évasion fiscale, etc. Les différents types de fraude peuvent avoir une portée différente dépendamment de la nature de l'activité de l'organisation. Cependant, il est généralement admis que les fraudes aux états financiers sont moins fréquentes que les détournements d'actifs qui sont les plus fréquents au sein des organisations. Paradoxalement, les fraudes aux états financiers sont celles qui ont l'impact financier le plus important, alors que les détournements d'actifs qui sont plus fréquents ont l'impact financier le plus faible sur l'organisation. Quels sont les rôles et responsabilités en matière de gestion de la fraude? Le risque de fraude constitue un risque significatif qui doit être géré au même titre que les autres risques auxquels l'organisation est confrontée. Les mécanismes ainsi que les rôles et responsabilités en matière de gestion des risques que nous avons vus précédemment s'appliquent donc également au risque de fraude. Mais de manière spécifique, il est attendu de la direction qu'elle mette en place des contrôles préventifs et de détection
pour gérer le risque de fraude dans les limites de l'appétence et de la tolérance pour le risque de l'organisation. La direction doit également concevoir des mécanismes de gestion des incidents, de gestion des enquêtes, donc des investigations, et de recouvrement des pertes éventuelles liées au cas de fraude. La direction s'appuie sur l'audit interne pour évaluer l'adéquation de ses programmes de lutte contre la fraude et les contrôles afférents à ces programmes. La direction a enfin une responsabilité en matière de résolution et de communication sur la fraude, responsabilité sur laquelle nous reviendrons dans une prochaine vidéo. Quant aux auditeurs internes, il est attendu d'eux qu'ils possèdent des connaissances suffisantes pour évaluer le risque de fraude et la façon dont ce risque est géré par l'organisation. Cependant, les auditeurs internes ne sont pas censés posséder l'expertise d'une personne dont la responsabilité première serait la détection et l'investigation des fraudes. Ce qui est attendu d'eux de manière spécifique, c'est qu'ils prennent en compte le risque de fraude lors de l'évaluation de la conception des contrôles et de la détermination des diligences d'audit à mettre en œuvre. C'est également qu'ils maîtrisent suffisamment les schémas de fraude pour identifier les signaux d'alerte indiquant une fraude potentielle. C'est en outre qu'ils soient attentifs aux opportunités pouvant être considérées comme propices à la fraude, telles que les faiblesses des contrôles internes. C'est par ailleurs qu'ils évaluent les indicateurs de fraude et qu'ils décident de la nécessité de mesures complémentaires ou de la nécessité d'une investigation. Il est également attendu des auditeurs internes qu'ils notifient aux autorités compétentes de l'organisation la constatation d'une fraude afin de recommander une investigation. Enfin, on attend des auditeurs internes qu'ils soutiennent les investigations de fraude en fournissant des données fiables et en veillant à ce que les auteurs présumés ne soient pas alertés prématurément de l'enquête. Pour développer les connaissances nécessaires afin d'évaluer le risque de fraude, les auditeurs internes doivent comprendre le triangle de la fraude et les différents signaux d'alerte courants relatifs aux différents types de fraude. Et parlons de signaux d'alerte, de quoi s'agit-il donc? Les signaux d'alerte, encore appelés red flags, sont des indicateurs de fraude. Ils indiquent d'abord que les contrôles en place pour prévenir la fraude sont insuffisants et ils indiquent ensuite la possibilité qu'un auteur ait profité de ces contrôles faibles ou absents pour commettre une fraude. Les signaux d'alerte ne constituent pas une preuve de fraude, mais ils constituent plutôt un indicateur qu'une fraude a pu être commise. On distingue plusieurs types de signaux d'alerte. Nous allons en voir quelques-uns dans cette vidéo. Et je vous invite à lire le cours détaillé pour en savoir plus sur les différents types de signaux. Le premier type de signaux d'alerte que nous verrons, ce sont les signaux d'alerte environnementaux. Comme leur nom l'indique, ils sont liés à l'environnement de l'organisation. Et l'environnement peut être considéré au niveau macro ou au niveau micro. Au niveau macro, il s'agit de signaux liés à la partie du monde, donc au pays ou à la région du monde dans laquelle opère l'organisation. Au niveau micro, il s'agit de signaux liés à l'organisation, de signaux spécifiques liés à l'organisation. Les organisations internationales et celles qui dépendent fortement de la technologie sont des micro-environnements qui offrent des opportunités particulières de fraude. Les auditeurs internes dans ces environnements doivent donc être particulièrement attentifs au risque de fraude. Les signaux d'alerte sectoriels sont le deuxième type de signaux d'alerte que nous verrons dans le cadre de cette vidéo. Comme leur nom l'indique également, ce sont des signaux qui sont liés au secteur d'activité de l'organisation. Par exemple, les services financiers, les assurances, l'industrie manufacturière ou encore le secteur de l'énergie sont connus pour représenter à eux seuls plus de 70% de la fraude en entreprise. Les auditeurs internes dans ces secteurs doivent donc également être particulièrement vigilants. Le troisième type de signaux d'alerte concerne les auteurs de fraude. Les personnes qui commettent la fraude présentent un certain nombre de comportements ou des caractéristiques qui peuvent servir de signaux d'alerte. Par exemple, le fait pour une personne d'avoir un train de vie au-dessus de celui qui est cohérent avec sa rémunération constitue un signal d'alerte. Le fait pour une personne d'être frustrée ou mécontente ou encore d'avoir une collaboration inhabituellement étroite avec des fournisseurs ou des clients constitue également un signal d'alerte. Les fraudeurs peuvent se retrouver à tous les niveaux de l'organisation. Il peut s'agir aussi bien de managers que d'employés.
Le quatrième et dernier type de signaux d'alerte que nous examinerons dans cette vidéo concerne les états financiers et la fraude aux états financiers de manière spécifique. Ces signaux peuvent par exemple se manifester par une forte concentration de l'autorité chez une personne ou au sein d'un seul service de l'organisation. Ils peuvent également consister en des antécédents de malhonnêteté ou de non-respect des lois et règlements. Ils peuvent également consister en l'indexation de la rémunération ou d'une récompense financière importante sur des agrégats des états financiers. La fraude associée aux états financiers peut prendre la forme de revenus fictifs, d'une mauvaise évaluation des actifs, de passifs cachés ou encore d'informations erronées données dans les états annexés. Quelle doit être l'attitude de l'audit interne face aux signaux d'alerte? Lorsqu'il est en présence d'un signal d'alerte de fraude, l'auditeur interne doit saisir le responsable de l'audit interne et lui apporter les informations documentées qu'il a obtenues dans le cadre de ses travaux et qui lui font soupçonner qu'une fraude a eu lieu. Le responsable de l'audit interne, à son tour, informera le management et mobilisera les ressources nécessaires pour qu'une investigation en bonne et due forme soit conduite. Les auditeurs internes ne doivent pas rechercher les fraudes, sauf dans le cas spécifique des audits de la fraude. Ils ne doivent pas non plus investiguer les fraudes potentielles, sauf s'ils ont reçu formellement mandat pour le faire dans la charte d'audit interne ou dans les procédures de l'organisation. Ils doivent en revanche assister les investigateurs de fraude en leur fournissant des analyses, des évaluations, des recommandations, des conseils et des informations concernant les activités examinées. En somme, la fraude fait partie du quotidien des organisations et des risques les plus significatifs auxquels les auditeurs doivent être attentifs au cours de leurs travaux. Les responsabilités en matière de gestion du risque de fraude et de gestion des cas de fraude sont définies par le management. Mais l'audit interne a l'obligation d'évaluer le risque de fraude et la façon dont ce risque est géré par l'organisation et de porter assistance aux investigateurs en cas d'enquête sur des cas de fraude. À tout de suite pour une nouvelle vidéo.